just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. Ce film était cool. Il pue comme ça. Ah, c'est ça. Ah, oui, c'est chaud, putain. Salut tout le monde et bienvenue dans Critical Hit, l'émission qui parle de films, mais pas seulement. Aujourd'hui, on va parler de Robin des Bois. Oui, vous savez très bien de quel film je parle, c'est celui duquel j'avais un petit peu clashé la bande-annonce. Allez voir la vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Eh bah putain la claque que je me suis mangé. On va commencer par ça, le film est excellent. Alors il est bordélique, il est très fouillis et l'acte 2 est un petit peu arythmique. On se retrouve avec des moments un petit peu de flottement, mais il a une portée en fait sociale et intellectuelle qui est quand même un peu plus profonde que ça. Alors sachez tout d'abord que ce film est communiste. Alors pas dans le sens stalinien du terme, mais plutôt marxiste. En tout cas, on y reviendra. Bon, je vais commencer par un petit speech des familles, histoire de vous rappeler un petit peu, on sait jamais, au cas où vous ayez oublié l'histoire, les tenants et aboutissants de la légende de Robin des Bois. Robin des Bois. Robin de Locksley est un jeune homme de bonne famille, mais juste et humble. Un jour qu'il surprend une femme tentant de voler un des chevaux dans l'écurie de son château, il tombe amoureux d'elle, une fille qui n'est autre que Marianne. Je cite les noms au cas où vous n'arriviez pas à situer. Après quelques mois d'idylle, le fringant jeune homme est envoyé aux croisades. Faisant preuve de grande qualité de meneur d'hommes, il y est respecté, même si moqué pour sa haute naissance. Il prendra en pitié les infidèles et tentera d'empêcher l'exécution du fils de l'un d'entre eux. Il sera alors blessé par un de ses camarades anglais et est renvoyé chez lui. Il y retrouvera alors son château complètement détruit, Marianne introuvable et le fameux shérif de Nottingham, tyran despotique à la solde de la Sainte Église. Voilà, c'est cool, zéro spoil. Ou pas. Alors on va commencer par le côté technique du film en lui-même, avant de basculer sur le côté un petit peu plus symbolique. Et je vais commencer par ça, les effets visuels sont, pour la plupart, très cool. C'est propre, c'est lisse, y a pas de problème. Mais par contre, au bout d'un moment, les mecs, je sais pas où vous avez pioché ce problème-là, parce qu'on l'avait pas il y a 20 ans, hein, dans le Seigneur des Anneaux par exemple. D'où vous nous pondez des flèches ou des carreaux d'arbalète aussi dégueulasses. Parce que des fois, de temps en temps, pendant une bataille, ils passent comme ça devant l'écran. Et c'est faisable de faire quelque chose de propre. Mais là, c'est juste dégueulasse. Et je sais pas pourquoi, ça commence à faire un petit bout de temps que c'est tout le temps le cas. À chaque fois qu'il y a un film où il y a des flèches qui doivent passer, tout ça, c'est moche quoi. On dirait un film amateur des années 2000. Enfin je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si en fait il y avait un vieux modèle 3D qu'ils avaient oublié qu'il fallait passer quand même une espèce de petit flou de mouvement dessus quand même quand ça passe. Donc tu vois la texture du truc. Vos gueules les enfants. Donc tu vois la texture du truc, mais comme si t'étais face au produit en 3D, donc t'as bien la texture et tout ça, mais ça va pas du tout. C'est censé être un peu flou, il y a du mouvement, enfin je sais pas, et donc vraiment les flèches c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment parce que je pinaille, mais je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte de ça à chaque fois les flèches c'est juste dégueulasse. Vous savez plus faire des flèches les mecs. Ensuite on va passer à un des points vraiment très forts du film, ce sont les décors pour le coup. Ils sont tous fouillés et travaillés et plus ou moins géniaux, et il y a un petit côté un peu jeu vidéo, genre un vieux RPG, où en gros chaque emplacement, t'as l'impression que c'est un univers à part entière, en lui-même, tout seul, et que tous les autres décors sont aussi d'autres univers développés séparément les uns des autres. T'as presque l'impression qu'au final, ils n'ont pas forcément de lien entre eux. C'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste que ça explore énormément en fait de milieux. On verra aussi plus tard qu'est-ce que c'est censé aussi explorer au niveau symbolique, mais il y a vraiment cette recherche du dépaysement et d'un travail très marqué sur chacun des décors. Et bon après, petite note entre guillemets négative, c'est que
Moi je trouvais que le décor qui était le plus intéressant c'était les mines. Il y a des espèces d'effets visuels où ça pétarade tout le temps, il y a des envolées de gaz qui brûlent comme ça, il y a un côté très Angleterre de l'époque victorienne avec les usines et les trucs comme ça. Bref, ça c'est un autre truc que j'aurais dû dire plus tard mais c'est pas grave. Et ça, malheureusement c'est le décor qu'on voit le moins, ou qu'on voit vraiment de façon très étouffée, toujours avec un côté très étriqué, très fermé et tout ça, et les seuls moments où il y a des plans relativement larges et où tu vois du pays, ça reste encore une fois très sombre déjà parce que c'est de nuit, et en plus on voit pas le bout, on voit que c'est un grand espace, on voit qu'il y a des espèces de grandes poutres, trucs comme ça, donc ça reste plus ou moins un milieu d'usine, de mine, mais on n'en voit pas plus, et c'est vraiment dommage parce qu'à mon avis il y avait d'autres trucs à rechercher dedans, et ça aurait pu être vachement cool, encore plus cool que ça ne l'est déjà. Je vais faire un rapide tour sur la bande son. Alors elle est plutôt pas mal, je me suis pas mal enjaillé au début, je me disais c'est bien, il y a des thèmes récurrents, il y a quelque chose de cool, au niveau mélodie, ça passe, c'est pas exceptionnel mais c'est cool, c'est entraînant même pour le coup, ça donne envie d'écouter, sauf que manque de bol, ça devient très vite de la répétition, et pas dans le sens Hans Zimmer du terme, c'est de la répétition chiante là pour le coup. C'est dommage, mais c'est pas super grave. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du casting? Alors Taron Egerton, bon, au top, hein, j'ai envie de dire depuis Kingsman, le mec, tout lui réussit plus ou moins. Hein, c'est un bon acteur, c'est une bonne révélation de ces dernières années, et à mon avis, il est vachement prometteur. On va le revoir très souvent. Métavie, pas sûr mais métavie, et c'est plutôt cool parce que il a gardé un petit peu le côté flegmatique de Kingsman sans pour autant trop en faire, et garder un personnage monolithique quoi. C'est pas le même personnage dans Kingsman avec Eggsy que le personnage de Robin dans Robin des Bois quoi. C'est plutôt cool, étant donné quand même que maintenant on a beaucoup d'acteurs qui ne savent que jouer véritablement un seul rôle. Pense à toi Johnny Depp. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler aussi des autres? J'étais très content de revoir Jamie Foxx, ça faisait quand même... Enfin perso je sais pas parce que j'ai pas vraiment regardé ce qu'il avait fait dernièrement, mais moi ça fait des années que je l'ai pas vu dans un film. Ou je vais peut-être reformuler, ça fait des années que je l'ai pas vu dans un bon film. Mais ça fait plaisir de le revoir, et puis il a un faciès qui a un peu changé pour le coup, maintenant il est un peu plus anguleux, un peu plus sérieux, et c'est plutôt cool. Et quant au reste, il y a pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a pas on va dire, de véritable passage où un personnage explose plus que d'autres, mais ils font vraiment très bien le taf et c'est convaincant. Et honnêtement, pour un film qui a l'ambition qu'a ce film, il n'y avait pas besoin que ce soit lyrique au point que tu aies la larme à l'œil à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui joue quoi. Donc bon, c'est tout à fait satisfaisant, on n'en demandait pas plus. Et le film cherchait pas à vendre quelque chose de bien plus profond au niveau du jeu d'acteur. Alors l'action aussi non, ouais. Alors l'action sinon est très cool pour le coup. Il y en a ni trop ni pas assez. Moi j'avais un petit peu cette peur là aussi avant d'aller voir le film. C'est que je me suis dit, vu la bande annonce, il va y avoir de l'action tout le temps. Ça va être un truc où ça va pas arrêter. Et je vais taper mon chat. Donc ouais, donc l'action est prenante. Il y en a pas trop ni pas assez. Et malgré quelques petits batifolages complètement surréalistes, complètement irréalistes, et c'est pas dérangeant dans le sens où le parti pris de toute façon du film fait en sorte que ça reste plus ou moins, enfin non, même pas plus ou moins, que ça reste totalement acceptable. Donc c'est pas un problème, ça m'a pas du tout sorti du film, et je pense pas que ça ait sorti... Mon chat. Et je pense pas que ça ait sorti quiconque véritablement du film. Je vais buter ce greffier de merde. Alors voilà, c'est maintenant qu'on va aborder ce qui est pour moi le plus important dans ce film-là, et qui m'a complètement retourné le crâne. Hein. C'est quelque chose, je m'y attendais pas, c'est vraiment la surprise, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Et là, j'ai vu ça, j'ai vu toutes les références et tous les liens, que ce soit historiques, surtout historique en fait, tous les liens que ça crée dedans avec l'histoire moderne, c'est juste très bien fichu, très bien amené, il n'y a pas de problème, et on se retrouve face à une espèce de fresque qui crée une double lecture. Il y a vraiment cette pensée-là, même si la deuxième lecture n'est pas narrative. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des évocations,
c'est censé rappeler quelque chose. Ça fait pas catalogue non plus, hein, mais c'est censé rappeler quelque chose, mais il n'y a pas véritablement de lien entre elles, et il n'y a pas de filigrane qui fait que le personnage un tel est un autre dans le... Mon chat il fait que des conneries depuis tout à l'heure, donc il me perturbe. Donc ouais, c'est pas cousu de façon narrative, ensemble, mais ça passe très très bien, et le pouvoir évocateur que ça prend à chaque fois, ça donne au film une espèce de grandeur que j'ai rarement vu ça au final. C'est d'ailleurs, je crois que c'est le premier film qui me fait comprendre ça, que en fait sa grandeur passe par son aspect ultra actuel, enfin actuel, contemporain on va dire plutôt, parce que bon, des fois ça remémore quand même quelques trucs un peu loin dans le temps, un peu loin de nous quand même, hein. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va spoiler sévère, des scènes entières pour le coup, donc je vous préviens à l'avance. Moi perso, je vous conseillerais de voir le film d'abord, mais après c'est vous qui voyez. Alors on va commencer directement par la scène d'intro. Bon, il y a toute une situation initiale qui est décrite par une voix off. Je crois que c'est celle de Frère Tuck justement. Mais ensuite, c'est la scène vraiment qui amène véritablement le film. C'est quand, une fois que Robin est aux croisades, il est en train avec plusieurs autres soldats de l'armée anglaise, sans doute de faire une incursion dans une ville occupée par l'ennemi, par les Sarrasins. Et donc en fait, c'est une scène plutôt d'espèce de guérilla urbaine où ils doivent rentrer en mode sneaky. Et j'ai été littéralement choqué, déjà parce qu'on passe dans un tout autre registre au niveau colorimétrie. Et donc en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir que tous les archers, parce que c'est que des archers, déjà de 1, c'est que des personnes au tir à distance, ça justifie plus ou moins historiquement parlant, parce que c'était vraiment le soldat type de l'armée anglaise, à l'arc long, enfin c'était des arcs quand même relativement hauts, et donc c'était vraiment une spécialité de l'armée anglaise. Ça se justifie par vraiment cet aspect-là de l'histoire, mais c'était assez marrant de les voir tous avec arc et flèche, aucun avec l'épée tirée, et en gros, qui est censé être évoqué à ce moment-là, clairement. Il n'y a pas d'autres possibilités, c'est évidemment la guerre en Irak et en Afghanistan, parce que c'est là où l'Angleterre justement a fait preuve de pas mal de... C'est là où l'Angleterre a beaucoup intervenu pour le coup. Et bon, évidemment, il y a aussi un registre plus récent qui est la guerre contre Daesh, même si il n'y a aucun soldat occidental qui est allé foutre les pieds là-bas pour dézinguer des gens, à part des drones. Et donc voilà, tu les vois tous avec arc et flèche sur l'arc, corde tendue, prêt à tirer, prêt à faire feu, et clairement, c'est l'armée avec des fusils. Il n'y a pas autre chose à dire, t'es devant une scène de guerre moderne, mais transposée au Moyen-Âge, avec des arcs et des flèches. Et même les ennemis, il y a un truc, peut-être, est-ce que je le spoil ou pas? Ouais, il y a un moment donné un ennemi qui est sur une espèce d'arbalète qui tire à répétition. Alors déjà, merci. Pas de problème si tu veux technologie, pas de soucis. Donc oui, il y a ça, et tu te dis, bon, c'est vraiment ça. L'évocation qui est faite là, c'est celle de la guerre en Irak et en Afghanistan avec les Anglais. Et voilà, et c'est le premier truc qui m'a choqué au début. Je me suis dit, allez, c'est cool d'avoir fait ça, c'est intelligent, c'est sympa, ça manque peut-être de subtilité, ça arrive avec des grosses bottes dans ta gueule, mais c'est bien. Il n'y a pas de problème, film. Continue comme ça, c'est chouette, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il continue à créer des liens historiques avec l'histoire d'Angleterre. Et donc voilà, tout du long, il y a des rapports faits avec l'histoire d'Angleterre, et c'est ça qui est vachement bien, qui rend le film beaucoup plus impressionnant, et qui lui donne vraiment une carrure totalement autre que celle que j'ai cru apercevoir pendant la bande-annonce. Alors ensuite, on est confronté, une fois que Robin est revenu en Angleterre, à un contexte vraiment d'injustice sociale face aux travailleurs, et est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y a une mine? Et est-ce que j'ai donc besoin de vous expliquer que c'est en référence à ce qui s'est passé sous Thatcher? Bon, c'était les années 80, c'est ça, 70-80, avec justement les grévistes, les mineurs, et les jaunes qui venaient travailler à leur place pour faire tourner le pays, et tous les échauffourées qu'il y a pu y avoir, les manifestations et tout ça. Et donc c'est véritablement un lien fait entre cette partie de l'histoire et le film, encore un. D'autant plus que pour le coup Thatcher, ça les a vraiment marqués. C'est quelque chose très ancré maintenant à l'intérieur de l'histoire anglaise. C'était vraiment une période de trouble considérable, quoi. Là, ce qu'on vit avec les gilets jaunes, je vais pas dire que c'est du pipi de chat à côté, mais voilà, quoi. Allez, petits trucs gratuits. Alors ça, par contre, je trouve ça gratuit, mais toujours rigolo. Le chef de Nottingham, il a un manteau SS. Voilà, tout simplement.
certes il est en cuir et il est gris, mais c'est un putain de manteau SS. C'est un putain de manteau SS mon pote, je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, c'était gratuit, mais c'est drôle. Voilà. Ensuite, il y a un contexte aussi entre guillemets religieux. Je dis entre guillemets parce que ce qu'il évoque n'a pas forcément totalement trait à la religion, mais il y a un rapport qui est fait aussi avec l'IRA, donc irlandaise, qui est un groupuscule terroriste catholique, donc qui est pas trop d'accord avec le côté anglican du catholicisme anglais, enfin du christianisme anglais. Et donc il y a justement ce côté félonie, ce côté manipulation de l'IRA, comme quoi en gros ils engrossent l'ennemi pour qu'en gros les gens en Angleterre se réveillent et se disent putain voilà nos ennemis sont à nos portes, il faut qu'on fasse quelque chose quoi. C'est de la manipulation et il y a vraiment ce rapport là qui est fait avec ce groupuscule politique là. Alors aussi évidemment les soldats du shérif, tu m'excuses, c'est des CRS. Voilà, ils ont des boucliers avec une fente là pour voir à travers. Leur casque, c'est un putain de casque de CRS. Ils ont des tonfas. Ils se battent pas à l'épée, ils ont des tonfas. Tu vois, et ils tapent avec. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est le film est aussi une représentation de la contestation sociale à travers les âges, donc évidemment fallait mettre du CRS en face quoi. Et au niveau du contexte anglais, c'est aussi censé évoquer ce qui s'appelle, c'était comment ça s'appelait? Je me souviens plus exactement du nom. C'est les troubles d'Irlande du Nord qui ont commencé dans les années 60 et qui sont terminés officiellement dans les années 90, où justement il y a eu un peu de la bagarre on va dire entre manifestants et policiers. Il y a aussi évidemment qui parle de contexte social, parle de socialisme, voire de communisme. Et il y a un très très gros rapport qui est fait justement à la relation à un moment donné qu'il y a eu entre Staline et Lénine. Ils pouvaient pas se piffer les deux. Et à un moment donné, en fait, Robin fait l'effort justement de tendre la main au mec donc du peuple qui a des ambitions pas croyables. Évidemment, c'est censé être Staline. Et donc il lui tend la main pour qu'il fasse équipe en gros. Et au final, ils le font. Puis à un moment donné aussi, Robin, justement, dans un espèce de discours, fait mention justement de justice sociale, de moyens de production. Enfin bref, clairement, il aurait pu troquer son arc contre une faucille et un marteau. Il n'y avait pas de problème. Il aurait pu y aller. Ah, puis pour continuer dans ce contexte-là, Frère Tuck, à un moment donné, met des lunettes. Des lunettes toutes rondes. T'as compris? Oui, c'est censé représenter Trotsky. J'ai rien d'autre à dire là pour le coup, c'est juste ça. C'est un peu gratuit comme le manteau SS du shérif, mais voilà, c'est un peu ça. À un moment donné aussi, quand l'église est censée amener comment ça s'appelle? Bref, un représentant. En gros, ils font venir un représentant du pape. À Nottingham, et ce qui se passe en fait c'est que ce soir-là c'est une soirée mais d'orgie monumentale, de jeux, de spectacles et tout ça, et c'est censé véritablement rappeler toutes ces soirées d'orgie qu'il y a pu avoir pendant l'époque victorienne. Alors, on peut parler aussi de la salle du trésor en fait, où est gardé donc l'argent des impôts, où en gros toutes les personnes qui y sont pour le comptage de l'argent sont pratiquement à poil, ils ont juste un slip, ils ont un pagne. Je pense que c'est fait aussi, c'est un petit clin d'œil pour rappeler tout ce qui est les ateliers de découpe, enfin de coupe de coke et tout ça. C'était assez marrant de voir ça là-dedans. Bon, là aussi c'était plus ou moins gratuit. On peut aussi parler du fait que les habits sont clairement un espèce d'amalgame entre des habits anciens, moyenâgeux et modernes. Ça pourrait en fait convenir aux deux. Donc c'est assez particulier et ça fait encore partie du parti pris du film. Mais c'est un parti pris qui en plus qui évolue au sein du métrage, parce qu'au début c'est moins flagrant et plus le temps passe, plus l'intrigue se pose et plus justement on a ce lien clair qui est fait avec la modernité, quoi, l'âge moderne et le contemporain. Bon, il y en a d'autres, j'ai pas pu tous les noter, le film ça fait quand même une semaine que je suis allé le voir, et donc je vais retourner en plus là le voir dans la semaine, mais donc en gros, il y en a sans doute certains que j'ai oubliés, quelque part c'est tant mieux, comme ça vous les verrez vous-même, j'espère. Je vais peut-être parler aussi un petit peu plus de la patte du réalisateur, qui pour le coup, je l'ai pas cité, je me souviens plus de son nom. Merde, je vais le noter, là, désolé. Mais, et donc en gros, ce mec est clairement un bon mélange. Enfin, c'est comme s'il sortait en fait de deux écoles en même temps, à mi-chemin entre celle de Matthew Vaughn, donc celui qui a fait les Kingsman, et Guy Ritchie. Il y a un espèce d'ancrage visuel
qui est vraiment propre à ce qu'a pu faire Guy Ritchie par exemple pour Le Roi Arthur dernièrement, ou c'était Excalibur le nom, je sais plus, mais sur son dernier film de l'année dernière justement avec Charlie Hunnam, et non, il y a vraiment cette patte visuelle là. Les couleurs sont vachement présentes, mais elles sont pas tape à l'œil, c'est vraiment très naturel, très propre, il y a pas de... Il y a quelques moments en fait évidemment où la colorimétrie est retravaillée, notamment au tout début quand ils sont justement aux croisades, où évidemment les tons sont beaucoup plus ocre, et après quand ils retournent en Angleterre, je pense que les tons sont plus verts, sont plus rouge foncé, c'est chatoyant, mais c'est pas pétant. Donc c'est très propre au niveau visuel. Moi j'apprécie ces esthétiques de couleurs là. Il y a quelques petits travelling par-ci par-là qui sont plutôt sympas. Il y a un travail de caméra qui est discret, mais présent sur certains plans. Donc bon, le mec s'est pas foulé, on va dire, sur ce plan-là, mais il est quand même présent. Il a quand même décidé de certaines choses. Tu vois qu'il a voulu quand même donner de la personnalité un petit peu technique à son film. Mais il a voulu surtout se centrer sur une action irréaliste, voire même cartoonesque par moment. Mais c'est drôle quoi, c'est ça qui est bien, c'est le film est léger, aux antipodes, mais total, aux antipodes, mais complet par rapport au dernier film de 2010 ou 2011. Comment il s'appelle celui qui a fait Alien et Prometheus. Donc en tout cas c'est complètement aux antipodes de ce film là qui se voulait très sérieux. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui a pas plu aux gens dans ce film là, parce que le film est bon, moi je l'aime beaucoup ce film, mais je pense que les gens ont vu qu'il se prenait très au sérieux et que ça leur a pas plu, d'autant plus que il se prend au sérieux tout en faisant des choses, des libertés un petit peu particulières, mais pour moi ça reste un bon film. Aucune comparaison à faire avec celui-là, l'ambiance est totalement différente et on se retrouve avec quelque chose, on pourrait presque dire de la light fantasy, même s'il n'y a rien de très fantasy à l'intérieur, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de trolls, il n'y a pas de magie ou de trucs comme ça, mais il y a ce côté, je pense que c'est le côté cartoonesque de certaines cascades et de trucs comme ça qui me donne cette impression-là, et aussi toute l'ampleur qui est donnée au lien à faire avec l'histoire. Donc ouais, on dirait un petit peu de la light fantasy, mais c'est pas mal, et donc c'est surtout sur ça que le réel a voulu s'ancrer, se focaliser, et donc c'est pour ça qu'il y a moins, on va dire, de personnalité de réalisation à l'intérieur du film. Mais honnêtement, c'est pas ce que le film voulait faire passer, c'est vraiment du divertissement, et c'est du très bon divertissement. Je vais vous défoncer la gueule si vous continuez à taper du talon en haut. Tout ça pour vous dire, le plus succinctement possible, que c'est un bon film, un peu gauchiasse sur les bords, mais en gros, pour nous, Français, actuellement, il a un écho assez particulier. D'ailleurs, je sais pas au final si beaucoup de gens vont aller le voir, parce que très mauvaise pub, très mauvaise com autour du film. En tout cas en France, je sais pas, je suis pas allé voir pour les États-Unis, voir combien ils ont fait d'entrées. Mais ça a un écho particulier pour nous, parce qu'évidemment on est en contexte de entre guillemets révolte sociale avec les gilets jaunes et tout ça. C'est assez particulier de voir justement un film qui nous apporte cette pensée-là, comme quoi on est à bout. Les choses vont changer, les choses vont péter. Et donc voilà. Je sais pas, nous Français, comment ça va nous conforter dans l'idée qu'il faut continuer à taper sur le gouvernement ou tout ça, ou pas. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais c'était assez rigolo justement de voir le film tomber pile à cette période-là. Coïncidence évidemment, mais assez marrant quand même. On se dit, bon, bizarre. On a quand même l'air sacrément ridicule là-dedans.